Bonsoir Georges Ataï, vous êtes professeur et directeur de formation en cybersécurité, c'est ça, à la Solvay Brussels School. Et vous allez nous expliquer et revenir avec nous sur cette proposition du procureur fédéral, Frédéric Van Leu, qui propose de rendre punissable la consultation de sites djihadistes. D'abord, concrètement, comment est-ce qu'on s'y prend ? Là, il faut que la personne ait été arrêtée pour qu'on puisse alors découvrir qu'elle a consulté des sites, c'est ça? Oui, c'est-à-dire il faut savoir comment est-ce qu'on peut prouver que la personne a bien visité un site. On peut voir ça sur base de détecter des éléments spécifiques sur son ordinateur ou sur son téléphone. Mais pour pouvoir avoir accès à cette information-là, il faut nécessairement perquisitionner, avoir accès à cette information-là ou avoir des raisons. Et pour ça, il faut avoir des raisons justement de perquisitionner et d'identifier des éléments probateurs dans cet ordinateur. Alors du coup, est-ce qu'en termes de lutte contre le terrorisme, pour améliorer la lutte contre le terrorisme, est-ce que ça peut être vraiment efficace? Ici, on parle d'une action détective. C'est-à-dire ici, on a détecté que quelqu'un qui a fait quelque chose, on peut évidemment le traduire en justice ou appliquer la loi. La question, c'est est-ce qu'on ne peut pas aussi appliquer des méthodes préventives, c'est-à-dire passives, conscientisation, ou bien actives, c'est-à-dire empêcher, bloquer. Là aussi, on a des soucis. Comment on s'y prend pour bloquer des sites djihadistes? C'est pas très facile, évidemment. On voit que la Corée du Nord, l'Iran et d'autres pays, et la Chine, bloquent des sites, empêchent d'aller sur ces sites-là. Mais on sait très bien que quand on achète un outil spécial, un logiciel spécial qui s'appelle VPN, Virtual Private Network, qui permet de contourner le blocage, c'est-à-dire qui permet de faire comme si la personne qui l'utilise se trouve quelque part d'autre au monde. Je fais semblant, malgré que je sois à Bruxelles aujourd'hui, je fais semblant d'être quelque part en Bangladesh parce que tout simplement, j'indique à mon ordinateur, à mon application, tiens, je suis ailleurs. Et je fais comme si, à partir de cet autre pays, je voudrais accéder à un autre site djihadiste ou autre, et je ne vais pas avoir beaucoup de soucis de le faire. Ouais, donc, et ce maillon-là, cette possibilité-là, il n'y a pas moyen de l'interdire. Donc quand on interdit, ou quand on ferme, ou quand on bloque des sites, c'est ce que la France d'ailleurs a fait. La France a bloqué une série de sites, mais c'est vrai que des experts en cybersécurité, en tout cas certains, disaient que ce n'était pas efficace pour ces raisons-là. Oui, c'est-à-dire c'est peut-être efficace pour le premier venant, pour l'amateur, celui qui sait qu'on n'est pas bien, mais une personne qui a envie d'aller dans cette direction-là, on peut difficilement l'empêcher déjà de recevoir un SMS qui va lui donner toutes les instructions qu'il faut. Ouais. Mais est-ce que déjà pour les débutants, comme vous dites, est-ce que c'est déjà pas un premier pas? C'est certainement un premier pas, c'est-à-dire, je parlais aussi de conscientisation. Il suffit de conscientiser ces gens-là, en tout cas les potentiels ou les candidats ou les gens qui ont une fibre quelconque. Il suffit un peu de travailler sur un élément qui est beaucoup plus facile pour nous. C'est l'élément de conscientisation et montrer les désavantages, les dégâts, etc. Et pour ceux qui traversent quand même toute cette conscientisation-là et veulent quand même persévérer, aller plus loin, on pourra réfléchir à des éléments qui rendraient ceci un peu plus difficile. Empêcher entièrement, je crois que ça va être assez difficile, en sachant que il y a eu depuis quelques années beaucoup de discussions et j'étais un des premiers de ceux-là qui ne voulaient pas qu'on puisse empêcher ma liberté d'avoir accès à envoyer des messages à quiconque, de pouvoir espionner mes messages et tout ça. Et aujourd'hui, on a entendu les discussions entre l'État américain et Microsoft, par exemple, Microsoft qui refusait de bloquer. Mais aujourd'hui, on a des sites qui refusent de montrer le trafic. Mais aujourd'hui, un site comme Telegram, on a parlé de WhatsApp messages, et autres, si on permet à ces entreprises de continuer à encrypter les messages, on leur permet de continuer à servir comme véhicule pour ces messages. Donc c'est vraiment sur ces entreprises-là qu'il faut agir? Si on veut aller dans cette direction-là, mais si on fait une enquête dans la population, est-ce que vous êtes contre la liberté de parole, mais pour nous aider à battre le terrorisme, ou bien ça dépend des jours, ça dépend des semaines, ça dépend de ce qui s'est passé la semaine passée, que les gens vont dire oui ou non, je suis pour la liberté absolue. Donc c'est toujours cette balance qui n'est pas facile non plus. Entre la sécurité
et la liberté d'action. Les droits fondamentaux. Absolument. Néanmoins, est-ce qu'il y a moyen de trouver un entre-deux et on va terminer là-dessus. Vous parliez de ces systèmes qui permettent de contourner les blocages. Vous parliez aussi du darknet. Est-ce que du côté des enquêteurs, il y aurait moyen d'avoir des accès à ce type de contournement pour pouvoir suivre les personnes qui vont sur ces sites? Sinon, ça ne s'appellera plus darknet, malheureusement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de systèmes qui sont bien protégés et qui empêchent, il y a beaucoup de méthodes d'encryption. Les inventeurs de la méthodologie d'encryption la plus utilisée au monde est belge, ce qui fait qu'on a mis en place des technologies qui, au début d'Internet, étaient illégales. On n'avait pas le droit d'exporter des méthodologies d'encryption justement pour empêcher ce genre de choses. Et puis on s'est dit oui, mais les libertés dans tout ça. Et aujourd'hui, on est dans des dilemmes qui font qu'on ne sait pas si on doit permettre ou pas ce genre de choses. Et la question est beaucoup plus complexe. Il y a les questions soft et dures et tout ça pour voir jusqu'où on doit aller.